Donc, c'est un travail qui a été l'occasion de faire une thèse de médecine générale de Aziz Guellich, qui ne pouvait pas venir présenter, donc j'ai pris la présentation. Et dans notre équipe, on avait des méthodologistes de santé publique, parce que le fil rouge de ma présentation, ça va être la méthode d'analyse par clustering. Et donc, on avait la chance d'avoir Étienne Audureau qui maîtrise totalement ces nouvelles méthodes qui sont révolutionnaires en épidémiologie. Et puis, un réseau de médecins généralistes qui s'appelait la CIA, qui était à l'époque la combinaison entre le CNGE et l'IRMG. Et c'est grâce à ce réseau qu'on a pu avoir des belles données. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Dire que l'étude avait été financée par la NSM. Donc le contexte, on le connaît tous, c'est le vieillissement de la population. Il y a des défis organisationnels pour la société, mais en ce qui concerne la médecine, les principaux sont la multimorbidité, la polymédication, mais aussi la fragilité, et qui se combinent et qui nous mettent dans des situations complexes d'accompagnement de nos patients. Et donc en termes de recherche, le défi, c'est d'essayer de s'y retrouver dans cette hétérogénéité de profil et de complexité de l'état de santé, pour ne pas abandonner le côté médical, et puis pouvoir intégrer finalement des données assez complexes pour avoir des bases de données qui permettent des analyses plus fines. Et donc, le rationnel principal, c'est qu'il y a le profil clinique justement de ces patients multimorbides qu'on voit en consultation depuis 75 ans n'est pas connu. Donc notre objectif, c'est d'essayer d'avoir des profils distincts avec ce jeu de données sur la multimorbidité, la polyprescription, polypharmacie, et puis la fragilité. Et au-delà de la description épidémiologique, si en plus ça pouvait aider le médecin généraliste à graduer ses stratégies de soins, ce serait formidable. Donc on a utilisé la base de l'essai randomisé tapage. Donc on a utilisé les données d'inclusion. C'était un essai sur une étude interventionnelle pour diminuer la mortalité liée à la polymédication. Et donc, on incluait des patients de plus de 75 ans qui vivaient à domicile et qui avaient plus de 5 médicaments. Et dans le jeu de données, on avait à la fois les maladies, les médicaments prescrits, et puis la fragilité qui était recueillie avec la grille SEGA, mais aussi quelques variables sociodémographiques, la prise en charge sociale notamment, et puis le mode de vie à domicile. Donc un focus sur la fragilité. La grille SEGA, c'est des items. Vous voyez l'âge, la provenance, est-ce que c'est à domicile ou en EHPAD, le nombre de médicaments, l'humeur, la perception de son état de santé, est-ce qu'il y a eu des chutes, la nutrition, les maladies associées, la vie quotidienne, la mobilité, la continence, etc. Et donc c'est ces données-là qui permettent de faire des scores dont on classe les patients en ils sont peu fragiles, fragiles ou très fragiles. Et donc, le fil rouge de ma présentation, c'est ces nouvelles méthodes qui sont liées à l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence, l'IA conversationnelle, en fait, elle ne fait que prédire le mot suivant. Elle ne comprend rien de ce qu'elle dit. Donc il n'est pas étonnant qu'en statistique, ça fait maintenant un peu plus de temps qu'il y ait des nouvelles méthodes et qui ont révolutionné les méthodes de clustering, de regroupement de patients. Donc voilà, c'est un ensemble d'algorithmes qui sont passés et dans la catégorie des cartes, des réseaux de neurones artificiels, c'est la carte auto-organisatrice qui est la plus utilisée. Donc juste pour imaginer, vous avez plein de dossiers de patients de plus de 75 ans dans une salle, et ils sont très complexes, puisqu'à la fois il y a des maladies, il y a des traitements, il y a de la fragilité, et l'IA va lire chaque dossier. Et pour chaque dossier, elle va les classer à côté de celui qui lui ressemble le plus. Et à chaque fois qu'elle classe un nouveau dossier, elle réorganise les voisins, puisque le fait de replacer ce dossier, finalement, replace les autres. Et c'est ça qu'elle fait de manière itérative, jusqu'à ce qu'on ait des groupes qui émergent, et des choix là, qui doivent être faits par les analystes pour dire je m'arrête à un nombre de classes qui me paraît pertinent et un résultat qui paraît pertinent pour la pratique. Donc dans la population, on avait 2651 patients qui ont été inclus par 277 médecins généralistes. Donc c'est assez remarquable le travail du réseau d'investigateurs et donc ce qu'on est capable de faire ici en France. L'âge médian, c'était 83 ans, il y avait 59% de femmes. Et voilà le descriptif qu'on peut faire assez classique, avec des médianes qui sont
une forme sophistiquée du mensonge, peut-être la meilleure. Donc voilà, sur le nombre de maladies, on retrouve, en fonction de la population qu'on avait sélectionnée, la fragilité, vous voyez que elle est importante dans cette population, et puis un certain nombre de variables descriptives. Donc le flowchart, il y avait 2724 patients qui étaient inclus dans l'essai. Pour notre analyse, il manquait quelques données pour quelques patients, mais vous voyez très peu. On a conservé 2651. Alors là, on voit très mal, je suis désolé, je me suis aperçu en preview que ça passait pas du tout. Donc c'est bien dommage, mais là c'est pour dire que la description des maladies et des classes, on retrouve ce qu'on retrouve habituellement, c'est-à-dire le cardiovasculaire, le musculo-squelettique, l'appareil endocrinologique, mais c'est le diabète principalement, et puis un certain nombre d'autres maladies, puisqu'il y a quand même beaucoup de maladies à cet âge. En termes de fragilité, il y a quand même beaucoup de patients qui ne sont pas si fragiles que ça. Hein, vous voyez, c'est la partie bleue. Puis les oranges, les fragiles, et une proportion non négligeable de très fragiles. Et donc, là aussi, ça passe pas très bien. Mais l'idée de ce que fait l'IA, c'est qu'elle présente comme ça une carte qui est un peu ronde, avec des petites séparations sur la fréquence des problèmes qui sont identifiés. Et le chercheur va essayer de voir où est-ce que les regroupements les plus intéressants se font. Et donc, il y a un choix qui est fait dans l'analyse. Et on avait choisi une répartition en 7 classes. Donc voilà le jeu de données plus brut et plus classique. Donc par classe, vous voyez, il y a beaucoup de variables. On retrouve âge, sexe, les pathologies, les médicaments, la fragilité. Et là, on va repérer quelle est la différence marquante dans chaque groupe par rapport aux autres. Par exemple, sur le cardiovasculaire, une personne de plus de 75 ans qui est multimorbide, normalement, elle a une pathologie cardiovasculaire. Et vous voyez, il y a une classe, la classe F, où il n'y a que 60% des patients, que 60% qui ont une maladie cardiovasculaire. Et donc, elle est différente des autres par ça. Donc, il y a beaucoup de données analysées, mais un des résultats principaux que je voulais mettre en évidence là, c'est finalement cette ressemblance sur les 3 paramètres que sont le fait d'avoir des maladies, le fait d'avoir des médicaments et le fait d'avoir une fragilité. Déjà, les médicaments, ils influent très peu après dans la première classe, où vraiment on a une classe lourde et donc beaucoup de médicaments. Et donc on se retrouve avec un cluster A qui représente 16%, plutôt mixte, avec des multimorbidités sévères qui sont de type cardiovasculaire, respiratoire et musculo-squelettique, et une forte fragilité. Le cluster B, plutôt des hommes, multimorbides, avec du cardiovasculaire, qu'on retrouve pratiquement partout, et des cancers. Et là aussi, une certaine fragilité. Et puis un cluster C, où il y a de la multimorbidité cardiovasculaire, toujours, mais des choses plus simples sur la dysurie, et peu de fragilité. Ensuite, un cluster D, où on est encore dans quelque chose de mixte, avec des hommes et des femmes, de la morbidité cardiovasculaire et peu fragile. Un cluster E, où là, c'est des femmes, essentiellement, où la multimorbidité, c'est cardiovasculaire, musculosquelettique et neuropsy, c'est ça la différence, et aussi très fragile, avec un isolement social important. Un cluster F, avec des femmes multimorbides, où on retrouve du musculosquelettique, du neuropsy et là du digestif, qui sont un peu moins fragiles. Et puis un cluster G, avec toujours des femmes, des troubles musculosquelettiques, pareil, du neurodigestif, du neuropsy, du digestif, et là du cancer qui se rajoute, et une certaine fragilité. Alors à quoi ça sert, vous me direz? C'est la très bonne question, et c'est vrai qu'en quelques minutes, c'est difficile de rentrer dans le détail de ces classifications. Mais elles apportent beaucoup de données très précises, et je vous rapporte à l'article pour trouver plus de détails. Donc on trouve déjà... Ce qui est bien là, c'est qu'il y a une forte hétérogénéité, donc il y a des profils qui sont très distincts. Là, on combine quand même des données très complexes. C'est-à-dire que dans la littérature, il y a 2 options. Soit la multimorbidité, ça peut être n'importe quelle combinaison de pathologies, et donc on arrête d'explorer cette question et on dit les besoins du patient, et donc on va abandonner le côté diagnostique. Ou alors, justement, on essaye des nouvelles approches qui, peut-être, apportent des nouvelles données.
Mais là, ce que je voulais mettre en évidence, c'est l'approche graduée. Finalement, si on regarde ces quelques clusters qui peuvent encore être regroupés, on a des clusters où il y a une multimorbidité qui est sévère, des clusters où c'est vraiment le côté fragilité, et donc les interventions médico-sociales qui sont sévères, et puis les clusters les plus sévères, où c'est la combinaison très sévère de la multimorbidité et du médico-social. Et donc on se rapporte là à un modèle qui est la pyramide de Kaiser permanente, qui est intéressante, pour dire, voilà, au premier niveau, et nous, là, on n'en avait pas dans notre jeu de données, puisqu'on a sélectionné des patients directement multimorbides, mais des patients qui n'ont pas forcément une grande multimorbidité, qui ont quelques fragilités, mais qui ne sont pas si complexes. Et donc là, on va être dans une forme d'ETP, un niveau où l'éducation thérapeutique, le suivi en équipe de soins primaires peut suffire habituellement. Et puis, deux manières de monter en grade, c'est soit la multimorbidité qui devient très complexe, très sévère, soit une multimorbidité qui reste simple, mais par contre les fragilités qui s'accumulent et qui rendent la situation complexe. Et là, on a un niveau où il va falloir faire différemment. C'est plus une consultation tous les 3 mois, c'est comment justement on gère tous ces problèmes avec soit un focus sur le social, soit sur le sanitaire. Et puis, il y a le niveau ultime, et vous avez vu que ça concerne quand même un certain nombre de patients, en tout cas dans notre cohorte. Et donc, la multimorbidité est très sévère, la fragilité est très sévère, et donc là, on est dans ce qu'on appelle le case management, la gestion de cas, et là, probablement qu'il faut quelqu'un autour du patient qui gère l'ensemble des choses et des services qui peuvent être mis autour du patient. Donc voilà, un autre résultat, c'est l'utilisation de la grille SEGA. Vous avez vu, 277 médecins ont fait pour 10 patients dans leur patientèle le recueil de ces données, et c'est faisable, et c'est pertinent, ça amène quelque chose. Donc c'est un appel aussi à se saisir de ces outils pour améliorer la caractérisation de nos patients. Ça confirme aussi le poids de certaines pathologies, le cardiovasculaire, le cancer, ils apparaissent bien dans nos typos. Que les décisions thérapeutiques, mais là il faudrait rentrer plus finement dans chaque catégorie, doivent et peuvent tenir compte de chaque groupe. Et donc l'idée, c'est d'aider à mieux utiliser les ressources en soins adaptées aux besoins de chaque groupe, en termes de parcours de soins, en termes d'équipes de soins primaires qui sont autour du patient, en termes de besoins sociaux. Les forces et les limites, on a quand même des données hyper exhaustives sur un panel impressionnant, très peu de données manquantes, donc félicitations au réseau, et vraiment c'est des données très très importantes en soins primaires, en France, donc c'est possible. Un échantillon qui est représentatif, bon là je ne rentre pas dans les détails, mais des médecins et des patients, et puis des données prospectives sur les maladies, sur les médicaments, sur la fragilité. Voilà, après, c'est des données en France, donc pas forcément extrapolables dans tous les contextes, en soins primaires, donc pas extrapolables dans tous les autres contextes, et c'est une méthode de clustering parmi d'autres, il en existe plein, et donc il y aurait probablement des résultats un petit peu différents avec une autre méthode. Merci à tous les investigateurs, c'est bien sûr grâce à vous. Et merci de votre attention. Merci beaucoup Julien. C'est une présentation très intéressante qui fait vraiment écho, je trouve, aux interventions de sauté intersectorielles. Et on voit que finalement, en effet, comme disait Sabine à la première intervention, on voit que tout est assez complémentaire. Les analyses des fois les plus simple, c'est pas simple en termes d'analyse, mais ce que je veux dire, c'est que la description des caractéristiques sur un échantillon important apporte des données très intéressantes pour la pratique, et ça serait intéressant d'avoir des recommandations qui adressent les différents clusters finalement, parce que c'est ça la complexité de la médecine générale, de notre exercice, donc ça l'illustre bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Frédéric Zorzi de Lyon, c'était très très chouette, vraiment, bravo. Et du coup, ça me questionne sur... quelle application clinique, par exemple, sur des durées d'ordonnance, sur des mobilisations d'acteurs, de collaborateurs qui vont intervenir sur ces patients? Est-ce que vous y avez réfléchi? Oui, tout à fait, ça redessine. Alors, il y a vraiment 2 aspects principaux. C'est que cliniquement, on est dans la reconnaissance de forme, et voilà, quand
on travaille avec les internes, ils sont assez impressionnés. Il y a une liste de 17 pathologies. Ils se disent, ils voient déjà l'empilement des 17 recos. Et derrière, on leur dit, ben non, voilà, il est à haut risque cardiovasculaire et puis il a des troubles musculo-squelettiques. Déjà, ça permet de prendre un recul et de se dire, bah, ça, c'est jouable. Et donc ça, c'est très important dans la manière déjà de représenter les choses, de diminuer finalement la complexité pour que notre cerveau il puisse agir, et de le retransmettre aux patients aussi. Hein. Voilà. Ok, c'est 17 pathologies, mais finalement, il y a 2 grands domaines, puis ça revient toujours un petit peu à la même chose. Donc voilà, c'est quelque chose d'appropriable cliniquement, moi tout seul. Et après, en termes d'équipe, bah oui, ça dessine qu'est-ce qu'on veut faire demain. Et c'est des transformations énormes. C'est-à-dire, par exemple, le paiement à l'acte est délétère. Je veux dire, nous, là, on est dans notre centre, on est au paiement au forfait. Donc, on donne un forfait pour ces patients. Et donc, on fait comme on veut. Et déjà, je peux prendre du temps à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas seulement le temps avec le patient qui est valorisé. Comme si, en 18 minutes, puisque c'est la moyenne, j'allais prendre la bonne décision devant le patient. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse. Bon, on fait tous des staffs, etc. Mais on prépare. On a des interlocuteurs dans notre équipe qui sont mieux placés que nous pour faire les choses, pour accompagner et puis pour transmettre. C'est-à-dire que les patients ils sortent de notre consulte avec des préconisations énormes et personne pour leur tenir la main, quoi. Donc il y a un peu les DAC qui ont, par exemple, pour les cas les plus complexes, des gestionnaires de cas. Mais en fait, ça, on pourrait l'avoir dans nos équipes. Et donc voilà, ça redessine quand même fondamentalement la manière dont on peut agir en équipe en soins primaires. Je connais un petit chercheur peu connu qui s'appelle Olivier Sanary qui dirait qu'en effet, il faut un bon équilibre entre le paiement à l'acte et le paiement au forfait. Mais c'est vrai que ça interroge notre organisation de soins. Une autre question ? Merci Julien de ta présentation. Benjamin de Rouen. Pourquoi avoir fait le choix de cette analyse statistique comparée à d'autres, alors qui m'échappent un peu, mais d'analyse factorielle plus classique, on va dire, de l'ACP Alors est-ce que c'est le jeu de données qui est tellement monstrueux qu'il faut passer par ce genre de choses ? Ou est-ce que vous avez prévu aussi de comparer plusieurs analyses aussi pour voir est-ce que tu as d'autres choses qui puissent émerger, d'autres groupes ? Oui, complètement. Non, mais on a la chance d'avoir Étienne Audureau qui... vraiment, c'est son axe sur les biostats, donc c'est un santé pub, mais biostats. Et donc, ça fait longtemps qu'on travaille cette typologie. Et avant, on présentait effectivement classification ascendante hiérarchique, après avoir fait de l'analyse factorielle, qui est classique et qui n'utilise pas l'IA. On compare. Il y a des fois, on reste à la classification hiérarchique parce qu'elle est plus connue, il y a moins cet effet boîte noire et cet effet waouh et bim. Pour que les épidémiologistes aussi tremblent un petit peu devant cet outil, qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais donc on compare, on fait à chaque fois un peu toutes les méthodes, et là on voyait qu'on avait des choses plus pertinentes cliniquement, plus intéressantes. Finalement ça permet d'aller encore plus loin, plus finement. Enfin, c'est difficile à décrire, et je ne suis pas moi le biostatisticien, mais voilà, effectivement on compare. Il est très probable que ces nouvelles méthodes vont renverser la table. Donc, dès que vous avez un jeu de données, il faut un jeu de données assez conséquent. Vous avez la chance d'avoir 2400 patients. Mais à partir de là, les méthodes pour faire du descriptif, parce qu'on est juste sur l'analyse descriptive, comme dit Julie, c'est des analyses simples finalement. Sauf qu'on peut regarder tellement de choses. Et entre le fait d'avoir les 2600 patients, que je vous expose toutes les caractéristiques et vous ne pouvez rien en faire, et puis des moyennes, des médianes, on est passé à des analyses qui permettent des choses. Mais tout le travail de l'équipe de recherche, pour que ça soit en confiance et robuste, c'est de dire, est-ce que vous avez comparé par rapport à d'autres analyses, qu'est-ce qu'on en fait cliniquement et quel est l'intérêt, quels ont été vos choix. Pour ça, il faudrait plus de temps pour rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est les choses qu'on a fait. Et que je vous incite à faire, parce que il faut vous appuyer. Maintenant, tous les épidémiologistes qui sortent de leur formation connaissent ces méthodes, alors que les plus anciens, peut-être, sont un peu déboussolés. Dernière question à ma gauche. Oui, j'avais une question à savoir, notamment dans les données, j'ai trouvé ça très intéressant avec tout le portrait qui était fait au niveau donc maladie, puis je comprends bien la caractérisation. Il y a des données très très riches au niveau socio-sanitaire. Oui. Merci. Il y a des données très très riches au niveau socio-sanitaire dans les résultats que vous avez montrés. Qu'est-ce que vous en faites
et comment vous les avez intégrées, parce qu'elles ont été... Il y a une notion de fragilité simplifiée, mais est-ce qu'il y a puis est-ce qu'il y aurait une phase 2? Est-ce que vous les avez... Quelle a été votre réflexion là-dessus pour intégrer ça dans les parcours? Parce que vous parlez de gestion de cas. Je ne sais pas, pareil, où est-ce que vous en êtes avec les gestionnaires de cas intégrés dans les pratiques cliniques? Chez nous, c'est encore très hospitalo-centré, puis ils ne sont pas tellement dans la communauté. Mais on en fait quoi de ces données-là? Parce qu'elles sont très riches, intéressantes. Puis on voit que tout est en rouge, d'ailleurs, dans le tableau. Donc j'ai trouvé ça super, super intéressant. Puis voir comment est-ce qu'on peut un petit peu plus comprendre ça, caractériser ça, puis intégrer ça comme clinicien aussi dans nos pratiques cliniques. Oui, tout à fait. C'était le défi là, sur la fragilité, puisqu'on en parle un peu partout. Mais comment on fait pour l'intégrer vraiment? Déjà, il faut avoir conscience que ça a du sens. J'espère que cette présentation montre qu'il n'y a pas que la maladie qui peut mettre dans des situations, et on le sait, inconfortables, et que c'est accessible à nous. C'est-à-dire, finalement, il y a des variables, et elles sont nombreuses, il y en a 13, mais des maladies, je dirais, il y en a beaucoup plus, qui sont accessibles, qu'on peut recueillir assez simplement en consultation. Là, ça a été fait. Encore, il faut que derrière, on se dise qu'est-ce qu'on en fait. Et donc là, c'est le volet A de la grille, qui est un peu des cases à cocher. Derrière, il y a un volet B à cette grille, et c'est quel support social on met en place. Donc c'est une analyse du support qui est existant. Et si on est vraiment dans l'isolement, ça décrit tous les moyens, toutes les évaluations, tous les professionnels qui savent faire ces évaluations sur lesquels on doit s'appuyer. Et donc, vous savez, voilà, nous, c'est aussi hospitalier-centré. Les équipes mobiles gériatriques connaissent ça par cœur, et les équipes de soins primaires, non. Alors, pourquoi? Parce que c'est pas valorisé. Je veux dire, ça prend un temps, et que les acteurs, ils sont pas dans nos équipes. Donc, ça mérite de staffer nos équipes. Ça mérite de... parce que techniquement, il n'y a rien. C'est pas là, on n'a pas besoin d'IRM avec je sais pas combien de barrettes ou du low dose ultra. Vous voyez? Là, c'est des choses qui devraient être autour de nous. Donc, c'est une petite incohérence du système. Faut essayer de bouger les lignes et voilà, plutôt que d'aller vers l'hospitalisation toujours, que ce soit l'hôpital de jour, etc. La déclinaison des outils hospitaliers.